Salut, dans cette vidéo, je vais te parler d'un film qui, à mon sens, est vraiment sous-coté et que tu ne connais probablement pas. Il s'agit de The Cell, réalisé par Tarem Sainz et sorti en 2000. Il s'agit d'un thriller germano-américain, mais on va dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça en termes de genre, puisque c'est à moitié un thriller, à moitié un film surréaliste, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont dignes d'un rêve ou plutôt d'un cauchemar, mais c'est aussi un film de science-fiction, un film fantastique et un film d'horreur. Il s'agit du premier long métrage du réalisateur d'origine indienne qui s'est fait connaître aux États-Unis pour réaliser des publicités avec un sens artistique bien aiguisé. Il est également connu pour avoir réalisé des clips musicaux pour de célèbres groupes de musique et pour Lady Gaga entre autres. Mais revenons sur le film. Dans un institut scientifique, une technologie expérimentale a été créée et permet de littéralement voyager dans l'esprit des gens. Catherine, une psychologue, est dévouée pour voyager dans l'esprit d'un petit garçon qui est plongé dans le coma suite à une crise de schizophrénie. En effet, il a une schizophrénie particulière qui fait qu'une partie de son esprit empêche son corps de se réveiller. Difficile à expliquer, mais en gros, elle se matérialise dans son esprit, elle parle avec lui et elle essaye donc de trouver la part d'obscurité qui bloque son corps et l'empêche de se réveiller. En parallèle de ça, il y a un tueur en série traqué par le FBI qui assez rapidement, c'est pas vraiment du spoil, c'est vraiment dans les 10 premières minutes du film, et si vous regardez le film, vous allez voir que c'est pas hyper important que je vous dise ça maintenant. Il est arrêté par le FBI et au moment de son arrestation, il fait lui aussi une crise de schizophrénie qui le plonge dans le coma. Donc le FBI pense assez rapidement à l'amener dans cet institut parce que la dernière victime de ce tueur en série, qui n'est pas encore morte, est retenue prisonnière dans un endroit secret. Donc pour la retrouver, il faut arriver à faire chanter ou communiquer en tout cas avec le tueur en série. Donc c'est Catherine, bien évidemment, qui va être en charge de rentrer dans son esprit pour pouvoir communiquer avec lui et potentiellement sauver la jeune femme. Donc voilà un petit pitch un peu basique. Il va y avoir plusieurs voyages à travers l'esprit du tueur en série qui, vous vous doutez bien, est assez tourmenté. Mais ce qui frappe le plus quand on regarde ce film, c'est son aspect visuel. C'est vraiment les plans, la réalisation, tout l'aspect visuel qui, dès le début, dès les premières secondes, arrive à nous saisir. En particulier la beauté remarquable des plans pendant les scènes qui se passent dans les mondes imaginaires dans lequel Catherine peut voyager. Je dis les mondes imaginaires parce qu'elle voyage d'abord dans l'esprit du petit garçon et ensuite il y a plusieurs allers-retours dans l'esprit du tueur en série. Donc le film est d'une beauté incomparable, en particulier dans ces scènes-là, mais incomparable pas vraiment, puisque l'auteur, le réalisateur, puise toute son inspiration dans la formation dont il vient, qui est notamment les arts modernes et les arts contemporains. Et il y a des références plus ou moins évidentes, plus ou moins directes à des grands peintres, notamment Damien Hirst, Francis Bacon ou Salvador Dali. Sans compter les inspirations évidentes dans certains plans à d'autres grands artistes comme H.R. Giger, Odd Drum, les frères Kay ou encore Hans Belmer. Ce qui est remarquable, c'est que tout le long du film, dans les scènes qui se passent dans les univers imaginaires, on a l'impression de voir des tableaux littéralement en mouvement qui se déroulent devant nos yeux, des grandes fresques. C'est vraiment magnifique. La réalisation nous dévoile des plans parfaitement composés, dignes du coup, comme je viens de le dire, de tableaux, mais elle n'est pas pour autant classique. C'est une réalisation quand même assez moderne, avec beaucoup de mouvements, une caméra qui se déplace avec grâce à travers des longs travelling, des longs panoramiques. Il y a également des points de vue à la première personne qui sont toujours bien placés dans le film. Et aussi, ce qui est assez frappant, c'est l'ouverture des séquences et les transitions vers une autre séquence, en particulier lorsque les personnes voyagent de la réalité à l'univers imaginaire à travers la technologie dans le film. On va parler de la réalisation et de la composition des plans sans parler du montage qui utilise plein d'effets modernes pour dynamiser le tout et pour rendre le film assez harmonieux dans la manière dont il est construit. Il y a notamment l'utilisation de flashbacks succincts de quelques secondes lorsqu'on est avec le tueur en série. Il y a des effets de ralenti et d'accéléré quand on est avec Catherine qui se balade dans l'univers imaginaire et ça convoque directement l'esthétique du rêve et du cauchemar, donc une réalité déformée, déstructurée, déconstruite. Avec ça, il y a parfois des superpositions de plans et des clignotements avec des écrans noirs ou des écrans blancs, des effets qui ne sont pas réalistes, qui viennent rappeler la superficialité de ces mondes-là. La photographie dans le film est particulière parce qu'en fait, il y a deux photographies. Il y a celle qui est plutôt neutre et assez froide de la réalité, qui est associée plutôt à la partie thriller, enquête policière du film, et la photographie qui est dans les univers imaginaires créés par l'esprit, qui est très contrastée, mais aussi parfois avec des couleurs assez vives et un grain rajouté à l'image, ce qui lui donne un aspect plastique, rappelant bien évidemment les peintures.
Tout l'aspect sonore du film, le sound design, est aussi très bien pensé. Il est surtout important lorsqu'on a des bruits déformés venant de l'esprit du tueur en série, que ce soit dans la réalité ou dans l'univers fictif. Il y a également dans l'univers fictif, que ce soit celui du tueur en série ou du petit garçon, la voix qui est travaillée différemment. Et ce qui est assez frappant, c'est dans la première scène du film qui se passe dans l'univers fictif du petit garçon dans le désert, on a de l'écho qui est rajouté à la voix des deux personnages, alors qu'ils sont, comme je l'ai dit, dans le désert et donc à l'extérieur. Ça rappelle la superficialité de ce monde-là qui est créé par le petit garçon. La musique aussi est très particulière et on entend le thème principal dès le début du film. En fait, c'est une musique classique mais vraiment dissonante et déstructurée, et en fait on se rend compte qu'elle est associée à un esprit torturé, un esprit tourmenté et aussi à la maladie de la schizophrénie. J'ai parlé de la beauté des plans et des couleurs lors des scènes qui se passent dans l'imaginaire du tueur en série et du petit garçon, mais ce qui saute aussi aux yeux, c'est la beauté et des décors. Et sur ce point-là, de ce que j'ai pu comprendre en me renseignant un petit peu autour du film, on a des costumes plutôt inspirés de l'art byzantin. Et je pense aussi qu'il y a des inspirations de la culture indienne au vu des origines du réalisateur. Et c'est vraiment magnifique, rempli de détails, rempli d'ornements. Et avec cela, il y a les effets spéciaux aussi qui sont souvent associés au décor, qui ont certes des fois un peu vieilli, mais ça rajoute quand même un côté poétique à l'ensemble. Maintenant que j'ai parlé beaucoup de la forme, je peux revenir un petit peu sur le récit, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus que ce que j'ai déjà dit, parce que sinon ça serait du spoil. Je peux quand même dire que le récit est bien ficelé, qu'il est bien rythmé. L'enquête dans le film est un peu plus secondaire, mais tout autant intéressant. Sans la dévoiler, je peux dire que la fin du film est assez surprenante, sachant que les enjeux principaux sont bien évidemment de retrouver la jeune femme qui a été kidnappée et de savoir ce qui va advenir du tueur en série. Cette fin est autant surprenante de par sa forme, son montage, que de par ce qui se passe. On peut quand même parler des personnages et des comédiens. Donc Catherine, la psychologue qui voyage dans les esprits, est interprétée, comme vous l'avez peut-être deviné, par Jennifer Lopez. Donc ça peut paraître surprenant, mais en fait, elle est plutôt crédible. L'agent du FBI, interprété par Vincent Vogt, est plutôt crédible et trouvait que ce personnage était particulièrement bien développé. En tout cas, peut-être un peu plus que les autres, ce qui fait que j'ai quand même réussi à m'attacher à lui. Donc le tueur en série est interprété par Vincent D'Onofrio, qui est un très bon acteur qu'on a pu notamment voir quelques années auparavant dans Full Metal Jacket, pour un rôle quand même très différent. Et enfin, dans les personnages secondaires aussi, qui sont plutôt convaincants, nous avons Jack Weber ou encore Dean Norris. Bon, je pense avoir fait quand même le tour du film en essayant de pas trop spoiler le récit. Donc du coup, maintenant j'ai envie de parler de pourquoi ce film a été un échec commercial et critique, et pourquoi il a été oublié. L'argument qui revient souvent parmi ceux qui n'aiment pas vraiment ce film, c'est qu'il a un aspect trop clip, un aspect trop contemplatif, et que ce genre d'argument revient souvent avec des films comme ça, qui ont une réalisation très moderne, très lissée, avec plein de plans extrêmement visuels. Mais j'avoue que moi j'ai un peu de mal avec cet argument-là, parce que pour moi un film n'est jamais vraiment trop beau en fait. Du moment qu'il raconte quelque chose d'intéressant derrière, et qu'on comprend ce qui se passe, surtout quand il s'agit de fantastique, de science-fiction, voilà, enfin, un film n'est jamais vraiment trop beau. Mais par contre, j'avoue qu'il y a un autre argument, un ensemble d'arguments qui, pour le coup, sont justifiés selon moi, c'est que le récit a quand même de sacrées lacunes. L'univers que nous présente le film, avec cette technologie qui permet de voyager dans les esprits, on ne connaît pas ses limites de cette technologie, on ne sait pas comment ça a été créé, comment ça fonctionne, ce n'est pas expliqué. Il y a aussi des lacunes, des invraisemblances dans tout ce qui est lié à l'enquête policière. Il y a peut-être des facilités scénaristiques ou des choses peut-être un peu trop évidentes à ce niveau-là aussi. Mais bon, voilà, c'est peut-être ça qui peut justifier le fait que le film n'est pas vraiment plu à tout le monde, qu'il a même eu un accueil très mitigé et qu'il a fini par être oublié. Moi, je trouve ça quand même vraiment dommage, parce que je l'ai découvert totalement par hasard et ça a été une claque dès le début. Je trouve que le mélange de genres est vraiment efficace, ça en fait de ce film quelque chose d'unique, quelque chose que personnellement je n'ai pas vu ailleurs, de mélanger du surréalisme avec un thriller policier, tout en ayant quelques scènes de gore, de fantastique, et un élément de science-fiction qui est plutôt cool, on va pas se le cacher. Moi je trouve que le résultat marche, même s'il y a des lacunes effectivement en termes d'écriture, pour moi c'est quand même un bon film, même un très bon film. J'espère que je vous ai fait découvrir ou donner envie de revoir ce film.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a été une bonne découverte pour vous, si je vous ai donné envie de le voir ou si vous connaissiez déjà. Et aussi si vous avez d'autres œuvres qui pourraient se rapprocher de près ou de loin à ce film, ça m'intéresse personnellement. Et sinon, je vous dis à une prochaine.